Donc bonjour à toutes et bonjour à tous. J'espère que vous allez très bien. Nous sommes très heureux d'être avec vous aujourd'hui pour vous parler sans surprise de la Generative AI. Bienvenue dans cette grande et merveilleuse salle. Alors, nos clients qui utilisent l'IA générative au quotidien nous disent qu'ils font face désormais au challenge de déployer en production l'époque qu'ils sont en train de développer de façon cohérente, à l'échelle, sûre et rentable. Avec Stellantis, nous avons développé un cadre qui nous permet de sortir de cette approche POC après POC et d'aller vers une approche d'intégration intentionnelle de l'IA générative de la conception du produit jusqu'au déploiement en production à l'échelle et couvrant donc l'ensemble des lignes métiers. Si vous recherchez une approche pour industrialiser le déploiement de vos cas d'utilisation en production, alors vous êtes dans la bonne salle. Restez avec nous, on a beaucoup de choses à partager avec vous. Je m'appelle Mohamedou Yacoubou, je suis Principal Solutions Architect chez AWS et j'ai le plaisir de co-animer la session avec Annabelle et Jamel qui sont là et qui vont se présenter tout à l'heure. Donc avant d'aller dans le détail du cadre, parlons un peu de l'IA générative qui a conquis le monde parce que nous avons pu, grâce aux applications destinées aux consommateurs, tester les dernières avancées des modèles d'intelligence artificielle. Donc en somme, c'est simple. L'IA générative, c'est un type d'IA, donc d'intelligence artificielle, qui est capable de générer du texte, de la vidéo, des images et de l'audio. Donc bien qu'on a mis une attention particulière sur la façon avec laquelle les consommateurs utilisent l'IA générative, il est important de se focaliser sur la façon avec laquelle les entreprises utilisent cette technologie pour délivrer à leurs clients et à leurs employés une expérience remarquable. En réalité, nous pensons que chez AWS, la puissance de l'IA générative va au-delà des chatbots et nous pensons que c'est une technologie qui peut transformer tous les secteurs métiers d'une entreprise. Et ce, quelle que soit l'industrie dans laquelle cette entreprise évolue. Donc c'est une formidable opportunité, il faut en profiter. Mais nous en sommes conscients aussi. Donc les clients nous disent qu'ils font face désormais au challenge de l'adoption à l'échelle de cette technologie. En particulier, l'évolution rapide de l'IA générative fait d'elle une technologie qui est difficile à maîtriser. Les clients nous disent également qu'ils constatent la multiplication des cas d'utilisation sur l'ensemble des lignes métiers et que ces lignes métiers, parfois, les développent de façon isolée. Et donc, comme conséquence, on voit un manque d'une approche globale et cohérente pour adopter cette technologie à l'échelle d'une entreprise. L'autre challenge, c'est que les clients nous disent qu'ils font face également à des coûts qui sont prohibitifs, parce que la même infrastructure est déployée plusieurs fois, et ce, même pour les cas d'utilisation qui sont semblables. Donc en réalité, il n'y a pas un mécanisme de réutilisation des composants et des architectures qui ont déjà été développés par d'autres équipes. C'est un problème. Et le dernier challenge qui est pour moi le plus inquiétant, je suis désolé de le dire, c'est que très peu de POC finalement sont déployés en production. Ce qui est quand même curieux parce qu'on utilise cette technologie pour délivrer de la valeur à nos clients. Donc, dans cette session, nous allons nous focaliser sur le cadre que nous avons développé avec Stellantis qui s'appuie sur 3 piliers. Le pilier process, qui consiste à définir les politiques de gouvernance et d'usage de l'IA au sein de votre entreprise. Le deuxième pilier, qui est le pilier technologie, qui consiste à offrir une plateforme d'IA générative qui est sûre, sécurisée, flexible, performante et rentable. Et le dernier pilier, qui est le pilier de l'humain, qui consiste donc à construire une équipe qui va travailler avec les différentes lignes métiers pour développer les cas d'utilisation et aussi les déployer en production. Sans plus tarder, je passe la parole à Jamel, qui va nous parler des process. Merci Le beaucoup, relais, Mohamedou. attention. Et bonjour à tous, extrêmement ravi d'être aujourd'hui parmi vous. Je m'appelle Jamel Bourokba et je suis architecte solution chez AWS. Et dans la partie process, vous l'aurez compris, on va parler essentiellement de gouvernance, d'accord? Et on va prendre un angle autour d'un cadre, celui de l'intelligence artificielle responsable. Mais avant même de parler, de définir qu'est-ce que le cadre d'IA responsable, la première question, c'est pourquoi?
Et je citerai un de nos plus grands penseurs et astrophysiciens du 19e siècle, en la personne d'Albert Einstein, qui disait « Si j'avais un problème complexe à résoudre et qu'on me donnait 1 heure, eh bien, je passerais 55 minutes à me poser les bonnes questions et 5 minutes à résoudre le problème. » Alors cela peut sembler un petit peu contre-intuitif avec justement l'accélération, la vélocité en fait amenée par les technologies d'IA générative, mais en y réfléchissant un peu plus près, il s'agit là en fait de se poser les bonnes questions et d'y répondre de manière réfléchie, de manière à poser un cadre et des fondations qui vont justement permettre l'adoption et le déploiement de ces technologies-là de manière industrialisée, sécurisée, de manière à rassurer les différentes parties prenantes. Eh bien, voyons ensemble un petit peu ces questions fondamentales que l'on est amené à se poser en tant qu'organisation. Et en tout premier lieu, c'est de comprendre qui servons-nous avec ces technologies. Comment impactons-nous ces individus à travers le déploiement de ces technologies-là? Quels sont éventuellement les risques pour l'entreprise liés à des mauvais résultats? Et le cas échéant, comment mitiger ou atténuer ces risques-là? Ensuite, nous devons comprendre comment les valeurs de l'entreprise guident-elles nos choix en matière de IA générative. Et enfin, nous devons faire une introspection pour comprendre comment nos propres biais et préjugés, alors qu'ils soient de l'ordre individuel ou bien organisationnel, eh bien, influencent-ils la manière dont nous déployons l'IA générative au sein de l'entreprise. Cela permet aussi éventuellement d'évaluer les risques de disparité, de savoir comment on peut les surveiller et encore une fois, comment on peut éventuellement les atténuer. Et vous voyez bien qu'à travers ces nombreuses questions, qui ne sont pas tellement d'ordre technique, mais vraiment d'ordre organisationnel, mais qui vont permettre de concevoir un cadre d'entreprise qui va permettre de déployer donc l'IA générative de manière qui soit éthique, responsable, pérenne et en concordance avec les valeurs de l'entreprise. Voyons maintenant quels sont les principes ou les piliers de cette IA responsable. Et sans surprise, comme je le mentionnais, on va retrouver l'alignement en fait, des valeurs de l'entreprise dans la manière dont nous concevons, utilisons et déployons cette IA générative de manière à ce qu'elle soit complètement en phase avec la mission de l'entreprise, les normes sociales et bien évidemment la conformité légale. Cela permet d'établir les fondamentaux de confiance avec les parties prenantes de manière à pouvoir accélérer l'adoption à l'échelle au sein de l'entreprise. Ensuite, on a toute la partie donc, confidentialité, protection des données et de la vie privée qui sont essentielles. Il faut mettre en œuvre des mécanismes solides et des contrôles pérennes qui permettent de garantir la pertinence de la donnée, l'intégrité et la confidentialité. C'est souvent un impératif réglementaire, mais qui est aussi d'ordre éthique pour l'entreprise. Troisième pilier, donc l'équité. L'équité permet de s'assurer que les systèmes d'IA génératifs que nous concevons au sein de l'entreprise eh bien, reflètent une vision ou promeuvent une vision inclusive de la société de manière à intégrer différents points de vue et de ne pas avoir de laisser pour compte dans les utilisateurs ou dans les consommateurs de ces technologies-là. Quatrième pilier, donc, la transparence et l'explicabilité. Il s'agit là de pouvoir être en mesure d'expliquer et de comprendre les décisions qui impliquent l'IA générative de manière à pérenniser la confiance avec les parties prenantes et utilisatrices de ces technologies-là. Ensuite, pilier très important, bien évidemment, sans lequel toute
toute tentative d'adoption de la technologie est vouée à l'échec. La formation et du personnel de manière à s'assurer que l'on dispose des bonnes compétences et des bonnes connaissances au sein de l'organisation de manière à pouvoir s'approprier cette technologie de façon efficace. Et enfin, en dernier, très important, la diversité et l'inclusion. Donc, on en est toujours au facteur humain dans la constitution des différentes équipes. S'assurer d'avoir des équipes diverses, alors diverses par leur expérience, par leurs compétences, éventuellement aussi par leur horizon social. Encore une fois, de manière à s'assurer que tous les points de vue soient pris en compte. Et puis, indirectement, s'assurer de réduire les biais dans les algorithmes conçus. Très bien. Alors maintenant que nous avons vu un petit peu les grands principes de ce framework que nous avons bâti, voyons maintenant comment le décliner dans un framework de sécurité. Avec les différentes couches, on va dire, qui traversent la technologie et aussi l'organisation, et qu'on va parcourir en allant de la périphérie vers, j'ai envie de dire, le cœur du réacteur, donc qui sont les données. Donc bien évidemment, sans données, pas de d'IA générative. Donc, c'est là un volet extrêmement important. Et on commence par toute la partie donc, liée à la gouvernance et à la définition des objectifs métiers. Il est impératif dès le départ, d'être en mesure de réunir les différentes parties prenantes, donc que ce soit les data scientists, les responsables métiers, la conformité, le légal, les responsables produits, de manière à définir un cadre et à aligner les différentes équipes par rapport au cadre réglementaire de l'entreprise en fonction de son industrie, par rapport aussi à la mission de l'entreprise et par rapport aux valeurs de l'entreprise, de manière à définir des règles, des rôles, des responsabilités clairement établies au sein de l'organisation. Ensuite, nous convergeons vers la partie, on va dire, plus technologique, notamment à travers l'infrastructure, où il s'agit là de fournir de manière transparente aux collaborateurs et aux développeurs donc une infrastructure qui va gérer toute la problématique donc, de gestion des droits d'accès, d'environnement sécurisé, de réseau sécurisé, et ce de façon transparente pour les développeurs afin qu'ils puissent se concentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire le développement de nouveaux cas d'usage métier et apporter de la valeur métier. Aussi la surveillance très importante, de manière à pouvoir non seulement continuellement surveiller l'utilisation des différentes API qui sont développées, de la définition donc, de la détection éventuellement de déviance ou de déviation dans les modèles, de manière à pouvoir proactivement soit réentraîner le modèle, soit ajuster le modèle en temps réel. Et puis, extrêmement important dans le cadre de l'IA générative, mais de l'IA en général, c'est pouvoir être en mesure d'offrir des environnements type bac à sable, car l'expérimentation est au cœur même de la valeur qui est apportée par ces modèles-là. Donc, on doit être en mesure d'offrir un environnement avec une sécurité flexibles, mais qui permettent aux développeurs d'expérimenter de nouveaux algorithmes, éventuellement prouver la valeur métier de certains cas d'usage et éventuellement évaluer l'impact des données au niveau des algorithmes. Ensuite, on a toute la phase développement et déploiement. Déploiement dans lequel on doit s'assurer de mettre en place les différents contrôles et pour lequel on doit s'assurer d'avoir une automatisation bout en bout de manière à réduire au maximum le biais d'erreur humain et de s'assurer, entre guillemets, de la
qualité et, des algorithmes qui sont déployés en production et qui sont consommés en production. Quant à la partie développement, il s'agit là de gérer un cycle de vie de développement bout en bout qui soit sécurisé et d'offrir ces environnements-là aux développeurs et leur permettre donc à chaque déploiement de pouvoir tester et valider l'ensemble des algorithmes avant déploiement. Et enfin, la donnée qui est au cœur de tout cela. Et là, on va retrouver donc tout ce qui est attrait à une stratégie de données d'entreprise de manière générale. Donc, tout ce qui est classification, cataloguing de données, linéage, et de manière à pouvoir détecter, par exemple, les biais, détecter l'équilibrage au niveau des données. Bien évidemment, il n'y a pas de magie. Si les données en amont qui sont utilisées pour entraîner le modèle sont déséquilibrées, on a un grand risque que l'algorithme réagisse de manière déséquilibrée aussi. Donc voilà, juste pour conclure du coup cette section-là, donc, quels sont les avantages d'une telle approche ou d'un tel cadre, même si, je vous rassure, nous allons voir tout à l'heure avec Mohamedou comment décliner ça d'un point de vue technologique. Eh bien, premièrement, on a l'accélération de l'adoption au sein de l'entreprise, un des premiers bénéfices. Tout simplement, en définissant dès le départ les différentes politiques, les comités de gouvernance de l'IA qui vont permettre une utilisation responsable de ces technologies-là au sein de l'entreprise et donc, pour le coup, une utilisation pérenne dans le temps. Deuxièmement, il s'agit d'aligner les risques liés à l'IA générative avec les objectifs métiers de l'entreprise, mais aussi avec les valeurs de l'entreprise, de manière à pouvoir rapidement identifier les risques potentiels et établir des stratégies pour les mitiger ou les atténuer. Enfin, cela permet de développer les connaissances et les compétences et les ressources au sein de l'entreprise en les formant. Cela permet d'avoir une véritable expertise IA au sein de l'organisation. Et donc, en cinquième, cela va permettre d'établir des capacités opérationnelles robustes avec des mécanismes de contrôle solides de manière à s'assurer, encore une fois, de la capacité de porter à l'échelle cette technologie-là et son utilisation au sein de l'entreprise. Et puis enfin, pour conclure, il s'agit là vraiment de pouvoir supporter l'innovation. Donc, on n'est pas en train de dire on se fait des nœuds au cerveau, entre guillemets, pour pouvoir démarrer avec l'IA générative. Bien au contraire, le fait d'assainir et d'établir ce cadre-là permet de supporter l'innovation tout simplement parce que cela permet de rassurer les différentes parties prenantes sur la sécurité, la pérennité de ces technologies-là au sein de l'entreprise et puis s'assurer qu'elles soient en adéquation avec les valeurs de l'entreprise. Bien, maintenant on va voir plus concrètement comment on va pouvoir décliner ces principes-là dans la technologie et je vais redonner la main à Mohamedou. Merci Jamel. Encore moi. Je sais que vous attendez Annabelle, mais ne vous inquiétez pas, elle va parler dans quelques instants. Restez avec nous. Moi, je vais vous parler de la technologie et de la plateforme d'IA générative. Donc, pour continuer à supporter l'innovation, c'est-à-dire continuer à créer de nouvelles fonctionnalités, de nouveaux services et produits pour nos clients, tout en respectant les normes définies, telles que définies par Jamel, une plateforme d'IA générative devient essentielle pour le coup. Et lorsque nous parlons de la plateforme, les objectifs que nous recherchons, c'est de pouvoir développer, déployer et suivre les applications d'IA générative à l'échelle, en toute sécurité et conformité, bien évidemment, pour créer donc, le trust et la confiance avec les parties prenantes. Et pour cela, il y a 4 challenges à adresser. Le premier challenge, c'est fournir l'accès à un socle technologique qui est évolutif. Donc, les nouveautés avec l'IA générative se chiffrent en nombre de jours.
Donc, il est important, dès l'instant où on a de nouveaux modèles d'IA générative, d'avoir accès à cette IA et de le présenter à l'ensemble des stakeholders et des parties prenantes qui vont utiliser la plateforme. Promouvoir la réutilisation, pas seulement avec les architectures de référence, mais également des composants technologiques, comme on le verra tout à l'heure. Démocratiser l'usage de cette technologie au sein de l'entreprise, tout en maîtrisant les coûts. Donc, il faut trouver le juste milieu entre l'usage à l'échelle et les coûts. Et enfin, un élément très important, la gestion des risques, maîtriser la gestion des risques liés à la sécurité et à la conformité à l'échelle et de façon centralisée. Et pour cela, donc, la plateforme que nous avons développée, à laquelle nous avons pensé, s'appuie sur 3 couches. La première couche, la plus basse, donne accès à l'ensemble des modèles d'IA génératifs. Et sans surprise, on trouve Amazon Bedrock, qui est notre service managé d'IA générative, qui offre l'accès à plus de 23 modèles d'IA générative qui nous proviennent de nos 6 partenaires, en particulier Anthropic et Claude 3, qui est actuellement le meilleur modèle du marché. Les clients peuvent également utiliser SageMaker Jumpstart pour déployer leurs propres les modèles open source, comme ceux fournis par Hugging Face, par exemple, et auront bien évidemment accès à un registre de modèles tiers. La deuxième couche est la couche qu'on appelle Gateway IA, qui fournit donc un ensemble de fonctionnalités sous forme API. On retrouve notamment la maîtrise des coûts, avec la possibilité de voir quelle équipe a utilisé quel modèle, sur quelle période de temps, l'orchestration de l'accès au modèle d'IA générative, la gestion des permissions qui est fondamentale pour donner, en fait, permettre aux équipes d'accéder à un modèle bien précis ou à un ensemble de bases de connaissances bien précises qu'on verra tout à l'heure. L'audit et traçabilité, donc pour créer de la confiance, il est important d'être transparent vis-à-vis de nos utilisateurs. Et on a un ensemble de fonctionnalités fournies par Amazon Bedrock, notamment la notion de contrôle. Comme Jamel le disait tout à l'heure, c'est un élément très important. Vous avez la possibilité d'implémenter les politiques, vos politiques d'IA responsables au sein de la plateforme. Avec les contrôles, en réalité, vous pouvez, lorsqu'un utilisateur pose une question ou lorsque le modèle répond à la question d'un utilisateur, appliquer vos règles et s'assurer effectivement que les contenus nuisibles n'atteignent pas vos utilisateurs. Parce qu'au final, il faut les protéger en fait. Et les contrôles, c'est exactement fait pour ça. On a la notion d'agent qui permet de découper en fait les tâches complexes en plusieurs sous-tâches et de les exécuter de façon automatique pour le compte de l'équipe ou des parties prenantes qui développent. Un élément très important, c'est l'évaluation des modèles, qui est l'autre fonctionnalité. Chez AWS, de façon générale, nous pensons qu'un seul modèle ne peut pas résoudre tous les cas d'utilisation, n'est pas forcément adapté pour tous les cas d'utilisation. Et dès lors, la question est donc de savoir quel est le modèle qui marche le mieux pour mon cas d'utilisation. Eh bien, la possibilité d'évaluer des modèles vous permet donc de comparer plusieurs modèles en même temps sur le même cas d'utilisation, en s'appuyant par exemple sur des métriques qui sont déjà définies, comme par exemple la toxicité, la latence et la performance des modèles, ou les métriques que vous pouvez vous-même construire. Donc, c'est très important. Et ensuite, la base de connaissances pour apporter plus de finesse et une réponse contextualisée par rapport à votre cas d'utilisation. On verra tout à l'heure. Et enfin, la troisième couche, qui est la couche la plus haute, c'est la couche applicative. Donc, on retrouve l'ensemble des applications qui sont développées par le centre d'excellence GenAI. Donc, on retrouve notamment les applications comme la recherche intelligente ou la conversion de code source. Donc, je parlais de base de connaissances. Donc, il y a plusieurs façons d'apporter des réponses spécifiques à vos utilisateurs. Donc, on parle beaucoup de prompt engineering, mais il y a aussi la notion de base de connaissances, où vous créez, en fait, en utilisant les données de votre domaine, un ensemble de connaissances. Donc, vous créez une représentation numérique de telle sorte que lorsqu'un utilisateur pose une question, automatiquement, Amazon Bedrock va récupérer le contexte, rajouter le contexte à la question et envoyer le tout au modèle pour avoir des réponses pertinentes et contextualisées. On a même la possibilité d'avoir des références pour apporter plus de transparence à vos utilisateurs. Donc voilà comment la base de connaissances marche. Et ce process peut être compliqué. Donc le fait d'utiliser Amazon Bedrock simplifie et automatise le bout en bout. Alors, regardons les aspects architecture. Que serait cette session sans l'architecture? Première couche, donc le registre d'accès au modèle.
Donc, je l'ai dit tout à l'heure, hein, Amazon Bedrock, SageMaker Jumpstart. La deuxième couche, donc, c'est la base de connaissances avec Amazon SageMaker et des services comme OpenSearch pour stocker les bases de connaissances. Et enfin, on a la couche de contrôle. Donc, on retrouve donc les guardrails et aussi la capacité d'évaluer les modèles. Et pour orchestrer le tout, donc, on a un ensemble de lambda functions qui vont soit appliquer les contrôles, soit récupérer du contexte, soit interroger donc les modèles d'IA génératifs. Et tous ces composants donc publient des métriques pour pouvoir monitorer. Donc on contrôle en termes de traçabilité, notamment avec les services comme CloudTrail ou CloudWatch, qui sont très importants, et la maîtrise des coûts, parce que tout l'usage des modèles qui en est fait, en fait, on trace cet usage-là directement dans des services comme DynamoDB, qui est notre base de données clé-valeur, et ça permet donc de tracer en fait pour chaque équipe l'usage qu'elle en fait de ces modèles. Et bien évidemment, pour donner accès, on met une API Gateway qui a des possibilités d'authentification et d'autorisation. Et tous les use cases vont donc s'appuyer sur cette plateforme. Et le fait que tous les use cases s'appuient sur cette plateforme est très important. Avec cette approche, vous implémentez par exemple les contrôles une seule fois et ça marche pour tous les cas d'utilisation à l'échelle dans votre entreprise. Et c'est super important. Donc Jamel le disait aussi tout à l'heure, la donnée. Donc pour avoir des réponses contextualisées, vous pouvez utiliser votre plateforme de données. Donc les données peuvent se trouver par exemple dans les bases de données opérationnelles comme Amazon RDS ou Aurora, ou nous provenir aussi de nos partenaires comme Snowflake ou Databricks, ou même être présentes dans vos data centers. Et donc toutes ces données donc, on les processe donc, pour créer de la donnée qui apporte de la valeur, où on enlève les biais, par exemple. Donc, tout ce que Jamel a montré tout à l'heure est super important dans le processing. Et donc, on a la donnée de qualité qu'on peut stocker dans un bucket S3, qui pourra donc par la suite être utilisée dans la base de connaissances, contribuer à vos cas d'utilisation et apporter des réponses spécifiques et contextualisées à vos utilisateurs. Si vous voulez prendre une photo, je vous laisse quelques secondes. Merci. Quels sont les bénéfices d'une telle plateforme sont multiples. Le premier bénéfice, bien évidemment, c'est la transparence et la maîtrise des coûts. Donc, je parlais de démocratisation et de maîtrise des coûts. Donc, une pareille plateforme vous permet de tracer en fait l'usage que les différentes parties prenantes en font de ces modèles. Masque la complexité, la plateforme masque la complexité technologique, hein, parce que les cas d'utilisation s'appuient sur une API, et donc tout ce qui est en dessous peut changer, peut évoluer. Donc c'est comme ça qu'on gère en fait la complexité et la mise à disposition des nouveaux modèles à l'ensemble des parties prenantes. On intègre by design les politiques de gouvernance dans la plateforme. Et ça, c'est très important parce que ça rassure les utilisateurs. Le fait qu'on puisse réutiliser les fonctionnalités dans la plateforme permet également d'accélérer le développement des cas d'utilisation. Une maintenance qui est simplifiée au quotidien parce que la plupart des services utilisés sont serverless, bien évidemment. Et enfin, un élément qui est aussi très important, c'est le fait d'offrir un accès self-service à l'ensemble des équipes qui vont utiliser la plateforme. Et donc, en parlant d'équipe, je passe la main à Annabelle. Merci Mohamedou. Plus en détail. Merci. Bonjour à tous. Alors, je suis Annabelle Gérard. Ma mission chez Stellantis est de déployer un maximum de cas d'usage en production, pas uniquement d'époque. Et je vais vous présenter comment Stellantis a adressé ce challenge, en plus du process, en plus de la tech, mais à travers l'humain, à travers l'équipe du centre d'excellence. Avant de continuer cette présentation, si vous le voulez bien, j'aimerais lancer un petit sondage. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, lever la main ceux qui sont venus en voiture aujourd'hui au Palais des Congrès? Ne soyez pas timides. Et parmi ceux qui sont venus en voiture ou en taxi ou autre, quels sont ceux qui sont venus en voiture avec une marque, que ce soit Fiat, Peugeot, Citroën, Chrysler, Alfa Romeo, DS ou même Maserati, ou bien d'autres, Jeep?
Bon, on aura peut-être plus de succès en dehors de la région parisienne, peut-être. En tout cas, merci. Donc, vous l'aurez compris, Stellantis est un groupe automobile à portée mondiale. C'est ça qui en fait toute sa beauté, puisque finalement, elle rassemble des collaborateurs de plus de 170 nationalités. Elle opère également dans plus de 130 marchés, ce qui en fait sa complexité. Et également, toutes les usines de fabrication sont réparties également dans le monde, dans plus de 30 pays. Ce qui est intéressant, c'est surtout de voir comment Stellantis finalement priorise l'innovation, qui investit dans des solutions de mobilité innovantes. D'ailleurs, pour information, aujourd'hui, Stellantis lance un débat mondial sur la mobilité, le Freedom of Mobility, justement pour anticiper, prévoir notre avenir dans la mobilité. Et donc, pour investir dans l'innovation, on a besoin de personnes, de people, d'humains. Et donc, plus de 4500 ingénieurs, logiciels, des software engineers, travaillent actuellement chez Stellantis, justement pour pouvoir déployer ces solutions innovantes. Donc, j'ai nommé effectivement toutes les marques, les 15 marques au total que vous voyez sur cette présentation. Je ne les ai pas toutes nommées. Mais ce qui est intéressant, c'est que chaque marque apporte son histoire, son héritage. Et je reviens justement à cette notion de beauté du groupe, puisque finalement, c'est ça qui en fait cette histoire. Et comment, justement, il y a 3 ans, la fusion entre le groupe français PSA et le conglomérat italo-américain Fiat Chrysler a constitué le groupe Stellantis. Je pense que c'est intéressant de rappeler, effectivement, parce que le nom n'est peut-être pas forcément encore connu de tous, mais voilà, finalement, ça représente ces 15 marques. Revenons à l'IA générative. Vous avez vu, le contexte est un petit peu complexe, mondial, des énormes enjeux dans un marché compétitif, et comment utiliser ces nouvelles technologies pour déployer de la valeur. Comment aider finalement tous les domaines de l'entreprise à pouvoir déployer cette technologie et être surtout centré sur la valeur ajoutée. L'idée, c'est pas de déployer justement ces technologies de tendance. Je pense que vous l'aurez compris cette année, en tout cas à la AWS Summit, c'est un sujet phare. Mais surtout, comment s'assurer qu'on le déploie correctement et qu'on apporte de la valeur à l'entreprise. Donc, Mohamedou a présenté effectivement les fondations avec la plateforme qui est en fait clé, qui n'apporte pas de la valeur directement, mais qui est clé pour pouvoir accélérer le déploiement. D'où l'importance justement de passer du temps sur les fondations. Et également l'accès self-service, pouvoir déployer justement ces cas d'usage au maximum et rendre les équipes métiers autonomes. Alors ma mission est de fonder une équipe, le centre d'excellence, justement pour regrouper des experts, j'y reviendrai après. Mais l'idée, c'est de transmettre ce savoir, de donner les outils, de donner les méthodes, de partager et de collaborer surtout avec toutes ces équipes métiers pour pouvoir justement les aider à les déployer directement. Donc, il y a plusieurs leviers, effectivement. La plateforme, l'IA responsable, présentée par Jamel, est un des moyens de garantir la cohérence des résultats. C'est très important, c'est important de rassurer les personnes aussi en interne. J'ai eu beaucoup de questions sur le trust, la confiance des résultats. Et donc, c'est important de partager, d'expliquer, de montrer justement tous les contrôles qu'on met en place, que ce soit à travers la plateforme, que ce soit à travers des présentations, des techniques, et de montrer que nous avons les experts, justement, pour présenter ces sujets-là. On se veut d'être une compagnie data-driven, orientée data, sur les moindres sujets. Et donc, c'est important, justement, de définir toutes les mesures clés de succès, mais dès le départ. C'est souvent compliqué de les mesurer, hein, pour être honnête. Mais finalement, le fait de les définir dès le départ, d'avoir des objectifs communs, qui sont dans nos objectifs annuels, comme ça tout le monde partage ces mêmes objectifs, permet justement de garantir ce succès et d'être clair sur ce qu'on veut atteindre. Donc il y a des indicateurs sur les notions, bien sûr, d'impact, de réduction de coûts, de temps gagné à travers l'usage de ces applications, ou encore des indicateurs liés à l'adoption, le nombre d'employés au sein de Stellantis qui utilisent ou au moins qui ont été formés. Et effectivement, la formation aussi est un point clé pour le déploiement de ces applications.
Alors, je vais vous expliquer l'histoire, en l'occurrence mon histoire chez Stellantis, qui a démarré il y a 6 mois, où finalement j'ai été impressionnée de voir tout l'engouement, je pense un peu comme toutes les entreprises, pour l'IA générative, mais surtout l'énorme intérêt, et pour des cas concrets, qui puissent apporter, qui puissent aider les gens au quotidien. Et en fait, finalement, ça m'a aidé à consolider les informations, les besoins à travers tous les domaines métiers. Consolider, donc à travers tous ces cas d'usage. Et donc, j'ai commencé avec 3, 4 cas d'usage, 5 usages, jusqu'à 150 cas d'usage. Et donc, c'est ce que je nomme ma fameuse liste au Père Noël, puisque c'était effectivement aux environs de décembre, où finalement, je suis arrivée face à ces 150 cas d'usage et une équipe à construire. Comment faire face à ces 150 cas d'usage? Effectivement, c'est compliqué de pouvoir les délivrer en quelques jours. Déjà, dans un premier temps, l'idée était d'avoir une approche pragmatique et une stratégie de déploiement. Comment les catégoriser? Et donc, à travers une sorte de framework, en tout cas, d'évaluation de ces cas d'usage, notamment celui de Gartner en l'occurrence, permet de décrire une approche assez simple, finalement, mais comment définir 3 catégories, dont la première, donc les fameux quick wins, c'est-à-dire comment délivrer des cas d'usage le plus rapidement et les moins complexes. Garantir le succès, c'est l'un des principes aussi des modes agiles, donc c'est pas forcément propre à l'IA générative, mais c'est intéressant de le rappeler. Donc voilà, j'avais ma liste de fameux quick wins. Ensuite, comment identifier ceux qui sont plus complexes, mais qui apportent encore plus de valeur. D'où ces cas d'usage différenciants, ou encore des cas d'usage qui sont vraiment transformants, qui ont un impact significatif pour la société, mais qui mettront plusieurs mois, voire peut-être plusieurs années, à être complètement déployés. Donc voilà, j'ai ma feuille de route, on construit l'équipe, et à travers ces catégories d'usage, eh bien, je peux arriver face à mon CTO, mon CDIO, en disant « Ok, on va construire cette feuille de route et on va sélectionner, on va prioriser les top cas d'usage à travers les domaines de Stellantis, les domaines d'entreprise clés. » Donc, en l'occurrence, l'engineering pour les ingénieurs. Il faut savoir qu'on a plus de 8000 ingénieurs qui, au quotidien, cherchent justement des informations techniques sur tel ou tel composant de voiture, et qui vont chercher dans des systèmes qui sont répartis un peu partout, et qui vont prendre plusieurs minutes, plusieurs heures pour trouver leur information. Donc un des cas d'usage, on a parlé, Mohamedou en a parlé, l'intelligence, la recherche intelligente est effectivement un des cas principaux et qui s'applique directement à ce cas d'usage. Côté achat également, beaucoup de temps passé dans toutes ces étapes qui peuvent me paraître complexes. Donc l'idée est d'évaluer quelles sont les tâches qu'on peut automatiser, quelles sont les tâches qui peuvent aider à être optimisées, comme l'analyse de contrat par exemple. La supply chain, également beaucoup d'impact. Comment l'IA générative pourrait aider à créer des scénarios en prévision de la demande. Énorme impact. Là, on était plutôt dans les use cases différenciants, voire transformatifs. Côté usine, manufacturing, également la recherche intelligente. Mais imaginez justement toutes ces usines dans ces 30 pays qui doivent justement optimiser la maintenance de ces véhicules et justement pouvoir bénéficier de tout l'historique qui a été fait, toutes les opérations. Il faut savoir que justement, on est aussi dans des histoires de génération. Beaucoup de personnes sont parties à la retraite, des personnes qui avaient 20 ans de savoir dans leur tête. Et les nouvelles générations qui préfèrent finalement chercher l'information en quelques clics. D'où l'intérêt de ce type d'information, collecter ce savoir, optimiser la maintenance et aider les personnes justement dans ces usines à retrouver et à voir les informations pour aider la résolution d'incidents. Sales and marketing, l'idée c'est d'accompagner le client, que ce soit de la personnalisation à la conception, à la maintenance, jusqu'au service client. On a tous rêvé d'être justement avoir les meilleures réponses au bon moment et de la manière la plus optimisée.
Là encore, l'IA générative peut aider les agents, justement, en donnant des recommandations sur la meilleure réponse en fonction de la demande. Après, l'après-vente, une fois que j'ai mon véhicule, j'ai des opérations, en tout cas de réparation, de maintenance. Là encore, l'expérience client est très importante. Comment je peux assurer que nos clients, finalement, ont un délai aussi réduit dans ces opérations de réparation des véhicules? Et là encore, j'y reviendrai après, justement, c'est comment aider les concessions, justement, à avoir des outils pour optimiser ces réparations en fonction des historiques de maintenance. Mais il ne faut pas oublier, justement, des domaines qui sont clés, qui sont cœurs pour l'entreprise, comme les RH, la finance, l'audit, qui, eux, passent finalement beaucoup de temps, beaucoup d'heures à créer du contenu, comparer des documents, s'assurer de la qualité, et qui sont des fonctions indispensables. Et donc là aussi, comment les aider, comment les accompagner, à justement les aider à créer du contenu, les aider justement à pouvoir optimiser leur processus quotidien. Stellantis Banque également, justement, vous voulez acheter votre véhicule, vous voulez bénéficier d'un financement. Et là également aussi, on s'attaque justement à des services dans le domaine financier où l'IA générative justement apporte beaucoup de valeur, notamment également dans le service client, la catégorisation de mails, l'analyse de sentiments également, et la personnalisation bien évidemment. Et enfin, n'oublions pas toute la partie IT for IT, pour éviter que justement le cordonnier soit le plus mal chaussé. On doit s'assurer que justement on puisse déployer des cas d'usage pour la génération de code ou encore assister à l'administration. Un petit zoom voilà, sur un cas d'usage pour vous montrer un exemple, une carte d'un cas d'usage. En l'occurrence, là, c'était pour la prévente. Comment aider les concessions à optimiser justement le traitement de leur réparation à travers la recherche intelligente. Et ça, on retrouve en fait les aspects que Mohamedou me présentait au niveau de la data. Où est la data? Est-ce que l'architecture est complexe? Mais surtout, les 3 critères de valeur qui nous a permis de les catégoriser sur les gains de productivité, la réduction de coûts ou encore l'augmentation de revenus. Donc ces cartes-là sont des cartes magiques finalement pour nous. C'est ce qui nous aide à partager l'information à travers tous les domaines et finalement s'assurer qu'on a défini nos objectifs et qu'on va délivrer de la valeur. Et donc surtout, l'idée, c'est effectivement, on a parlé de process, on a parlé de tech, et donc l'humain, bien évidemment, ce qui est clé justement pour garantir le succès. Je pense que dans tout tout projet, il faut bien s'entourer, c'est ça qui est important. Mais l'IA générative apporte quelque chose de nouveau, puisque ce sont des nouvelles technologies, et donc il y a des nouveaux profils qui apparaissent, les fameux prompt engineers. Donc ce ne sont pas des personnes uniquement qui sont des experts pour poser des questions, c'est plus complexe que ça. Ce sont des personnes qui vont mettre en place des mécanismes, des rouages, pour finalement façonner des manières de penser et pouvoir les intégrer dans nos systèmes pour les rendre performants. Les data scientists, bien sûr, mais pour lesquels les rôles ont un petit peu évolué, ont pu finalement être encore plus proches des applications métiers. L'IA générative a ce côté magique, finalement, où chaque personne puisse se les approprier et puis peuvent les utiliser finalement directement en interrogeant face à ces fameux chatbots, en posant des questions. Et donc voilà, le centre d'excellence d'IA générative chez Stellantis présente bien les valeurs de We Win Together à travers ces différents profils, mais également de collaboration avec des experts métiers et également des experts du légal qui sont devenus mes meilleurs amis finalement pour pouvoir implémenter ces projets. Mais je vois finalement la force de cette collaboration et qui aide à avancer de manière significative. Merci à tous. Et donc, je vais passer finalement la partie vision long terme sur la partie, effectivement, les étapes suivantes avec Mohamedou. Mais finalement, pour revenir sur notre objectif, je vais expliquer ce qu'on a mis en place. L'idée, c'est de montrer où on va aller courant d'année et fin 2024.
On a plein de cas d'usage, effectivement, mais l'idée, c'est de réutiliser ce qui est réutilisable, de créer une marketplace, d'avoir des applications qu'on peut réutiliser. L'intelligence, justement, au niveau de la recherche, apporte des composants qui peuvent être réutilisables. L'idée de publier, justement, tous ces cas d'usage. Également, la partie data est clé, la base de connaissances, apporte plusieurs questions. Doit-on partager ces datas avec tous les cas d'usage ? Doit-on avoir une approche plus spécialisée? Et donc, cela amène en fait toute cette stratégie d'indexation de la donnée qui est importante, qui est à définir. Et enfin, pour compléter la partie plateforme, l'idée c'est d'avoir le plus de connecteurs possible. On a énormément de systèmes. On a parlé de Databricks, de Snowflake, mais il y a bien sûr beaucoup d'autres systèmes métiers et pour lesquels notre rêve finalement est de pouvoir créer de plus en plus de connecteurs. Et donc tout ça, c'est possible à travers cette collaboration entre Stellantis, AWS et les partenaires d'AWS. Merci à tous et je laisse Mohamedou continuer. Merci Annabelle, c'était génial. Donc en synthèse, 3 choses à retenir, pas plus, juste 3 choses. 3 piliers. Le premier pilier, les process, pour mettre en place la gouvernance et les politiques d'IA responsables dont vous avez besoin, l'évaluation des modèles et la mise en place des contrôles. Et donc, tous ces éléments seront codifiés et développés dans une plateforme d'IA générative qui permet d'accélérer le développement des use cases. Et bien évidemment, les use cases vont s'appuyer sur la plateforme avec une équipe qui est constituée de profils différents et qui vont développer les use cases. Bien évidemment, on ne développe pas la plateforme parce que technologiquement, c'est cool, mais on la développe pour délivrer de la valeur. Et c'est pour ça, en fait, que la création de cette plateforme est drivée par les cas d'utilisation. C'est-à-dire, les cas d'utilisation vont alimenter les fonctionnalités de la plateforme. Donc, on ne fait pas de Big Bang dès le départ. On construit de façon itérative en fonction des cas d'utilisation, des quick wins, des différenciants ou des cas d'utilisation de type transformationnel. De telle sorte que d'autres use cases puissent bénéficier de la plateforme sans avoir à développer quoi que ce soit. Merci beaucoup pour votre attention et très important, n'oubliez pas de noter la session. Donc nous avons besoin de vous pour avoir des feedbacks. Merci, du bruit pour Annabelle et Jamel. Merci à tous. Merci.